Deux cultures juives coexistent à l'intérieur de l'État d'Israël, chacune étant convaincue que la survie de la civilisation juive repose sur ses épaules. Et elles sont en guerre l'une contre l'autre. Aujourd'hui, comment la politique au sein de la cour est devenue le champ de bataille central, et ce que les événements de la semaine dernière dans les rues de Jérusalem nous révèlent sur un pays qui atteint enfin son point de rupture. Je suis Elana Mazel-Diamant. Voici la loi fondamentale. La semaine dernière, la Haute Cour d'Israël a ordonné à l'unanimité au gouvernement d'imposer des sanctions financières aux ultra-orthodoxes ou Haredim évitant la conscription, jugeant que le fait pour l'État de ne pas faire appliquer les lois sur la conscription constituait une violation massive et inacceptable de la loi. La décision impose que des aides sociales, comme les subventions pour la garde d'enfants et les réductions de logements, dépendent du service militaire, ce qui pourrait affecter des dizaines de milliers d'hommes Haredim évitant la conscription. Au-delà des sanctions financières, la justice a fustigé la police pour son refus d'effectuer des arrestations et a ordonné à l'État d'engager des poursuites pénales, aggravant ainsi davantage la fracture politique entre le gouvernement et ses partenaires Haredim. À présent, la procureure générale Gali Baraf-Miara a donné suite à cette décision par une directive touchant le joyau de la société Haredi, retirant le statut d'exonération fiscale aux yeshivas dont les étudiants esquivent la conscription. Dans une communauté soutenue par un réseau mondial de dons déductibles des impôts, il s'agit d'une menace économique existentielle. La réaction a été immédiate et viscérale. Des milliers de manifestants ont envahi les rues. Des membres de la faction extrémiste de Jérusalem ont escaladé la clôture du domicile du chef de la police militaire de Tzahal, forçant sa famille à se barricader à l'intérieur. Sur les autoroutes, l'air était chargé de la puanteur de le liquide nauséabond et de la fumée des drapeaux israéliens brûlés. Maintenant, la question est de savoir quelle est la suite et si ces décisions sont susceptibles de servir leur objectif déclaré. Il faut d'abord comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il existe une réponse à court terme et une à long terme. Nous ferons les deux, en commençant par le court terme. 2 ans et demi après le début d'une guerre sur plusieurs fronts, les FDI manquent de 12 000 à 15 000 soldats, dont environ 9 000 combattants. Les réservistes, qui étaient autrefois mobilisés 25 jours à intervalles de quelques années, ont servi en moyenne 136 jours rien que pendant la première année de la guerre. Les commandants de combat 168, Tzahal a annoncé aux réservistes qu'ils serviraient 6 semaines en 2026. Le mois dernier, elle a relevé cette estimation à 9 semaines à cause de l'Iran et du Liban. Le maintien en poste des officiers de carrière s'effondre. La part des officiers qui disent qu'ils envisagent peut-être de faire carrière dans l'armée est passée de 83% en 2018 à 63% aujourd'hui. Et parmi les sous-officiers, ce chiffre n'est que de 37%. La chef d'état-major a averti la première ministre par écrit que l'armée pourrait, je cite, s'effondrer de l'intérieur sans un changement fondamental de la politique du personnel. Derrière ces chiffres, il y a des familles. Plus de 1100 soldats et membres des forces de sécurité israéliens ont été tués depuis le 7 octobre. 885 enfants ont perdu l'un de leurs parents, 351 veuves. Les réservistes gèrent des entreprises qu'ils voient à peine. Les mariages sont sous tension. Les carrières sont en pause. Des enfants grandissent avec un parent absent pendant des mois. Maintenant, parmi ceux qui servent, le fardeau touche de façon disproportionnée la communauté nationale religieuse. Minorité représentant environ 12% des Israéliens juifs et un bloc électoral clé de la droite, ce groupe a assuré près d'un quart des jours de réserve depuis le 7 octobre. Leur part parmi les morts est tout aussi disproportionnée. Dans ce pays, un pays qui a demandé presque tout à ses citoyens, il existe une communauté de plus d'1 400 000 personnes qui ne partagent pas ce fardeau particulier. Au cours de la dernière décennie, l'enrôlement des Haredim a chuté de 36%, tandis que l'inscription dans les yeshivas et les kollels, des institutions d'enseignement supérieur dans leur société, a augmenté de 83%. Du point de vue de ceux qui ne font pas partie de la communauté Haredi, et même de certains qui en font partie, c'est une situation injuste. Les Israéliens sont pleinement conscients que nous faisons partie d'un collectif qui repose sur une quantité extraordinaire d'abnégation et de dévouement, qui repose actuellement sur les larges épaules d'une seule partie de la société. Désormais, les avantages économiques dont bénéficient les Haredim, qui protègent et rendent possible le mode de vie qu'ils ont choisi, exacerbent également les tensions. Il n'est pas clair à quel point ces avantages sont importants, mais ils restent considérables. Une étude du Forum Kohelet,
estime que l'écart économique mensuel entre les familles Haredis et non Haredis est d'environ 10 500 shekels. La famille Haredi reçoit environ 4 000 shekels d'avantages nets de l'État, tandis que la famille non Haredi, qui paie des impôts, verse un peu plus de 6 500 shekels plus ou moins. Dans Sarik Iyun, Moshe Keleman propose une lecture plus indulgente et soutient que la méthodologie de l'étude Kohelet donne une image exagérée. Il précise aussi que la participation des Haredim au marché du travail n'est pas aussi basse qu'on le pense. L'emploi des femmes Haredi, à environ 80%, est presque identique à celui des femmes juives non Haredi, et les hommes Haredim sont à 54% contre 87% pour les hommes juifs non Haredim. Et cet écart, bien qu'il soit réel, se traduit par un manque d'environ 2% dans la population active nationale totale. Il soutient que le véritable problème est le piège de la conscription. Les hommes Haredim, qui rejoindraient normalement le marché du travail dans la vingtaine, ne le peuvent pas, parce que la seule façon d'éviter la conscription est de rester à la yeshiva jusqu'à l'âge de 26 ans. À ce moment-là, ils ont plusieurs enfants, aucune formation professionnelle et aucun moyen réaliste de s'en sortir. Maintenant, quelle que soit l'interprétation la plus juste ici, quelque chose est sur le point de changer. Les sondages montrent une société fracturée en deux réalités irréconciliables. Environ 84% du public juif soutient une conscription obligatoire des Haredim, avec un très large soutien aux sanctions et au retrait des avantages. La communauté Haredi est restée presque entièrement sur ses positions, considérant la conscription comme une menace spirituelle existentielle. Maintenant, nous devons revenir à une perspective historique plus large. Le monde Haredi qu'Israël a hérité en 1948 était un vestige. Les yeshivas de Lituanie, de Pologne et de Hongrie, les institutions qui avaient défini l'apprentissage juif pendant des siècles, avaient été presque entièrement détruites. La plupart de leurs enseignants et de leurs élèves ont été assassinés pendant la Shoah. Ce qui a survécu est venu en Israël et en Amérique avec un seul projet: reconstruit. Et bien qu'il fût laïque et pas vraiment un ami de l'establishment religieux, Ben Gourion a regardé ce reste et a trouvé un compromis politique. Il a exempté 400 étudiants de yeshiva du service militaire afin qu'ils puissent reconstruire ce qui avait été détruit dans les camps. Mais ce qui avait commencé comme un compromis limité a été étendu. Gouvernement après gouvernement, aussi bien de gauche que de droite, cela est devenu la principale monnaie d'échange pour obtenir les voix des Haredim de coalition en coalition. Près de 80 ans plus tard, la communauté Haredi a construit des écoles, des quartiers, ses propres expressions, un média séparé, un système politique qui fait avancer ses intérêts propres. Elle a également construit des choses que toute société voudrait préserver. Une importance accordée à l'apprentissage que peu d'autres communautés égalent. Une densité de réseaux caritatifs, d'œuvres médicales, en particulier les prêts d'équipements médicaux de Yad Saraz, les premiers intervenants bénévoles de Hatzalah et de nombreux autres fonds et sociétés de prêts gratuits, sur lesquels tout réserviste israélien ou toute famille active a compté à un moment donné. Mais surtout, parallèlement à tout cela, elle a élaboré une théologie explicite de l'isolement. C'est une communauté qui se considère toujours en exil, préservant le peuple juif par l'étude de la Torah. L'État d'Israël se voit en mission historique pour écrire la suite de l'histoire juive, mais la société Haredi n'a pas de telles ambitions. Elle n'a qu'une seule priorité: préserver ce qui a failli être éteint et garder vivant le savoir juif et le peuple juif. Pour eux, la culture dominante représente une menace pour cette mission. L'assimilation, c'est l'anéantissement. Et au moins une partie de la communauté Haredi affirme qu'elle préférerait mourir plutôt que de risquer la sécularisation de ses enfants. La majorité des auditeurs de ce podcast ne partagent sûrement pas ces opinions, et c'est très bien, moi non plus. Mais vous ne pouvez pas résoudre ce problème sans vraiment comprendre ces principes de base et les prendre en compte lorsque vous élaborez une solution. Il faut un endroit où les visions du monde apparemment irréconciliables de l'Israël majoritaire et de l'Israël Haredi puissent se rencontrer, négocier et planifier un chemin vers une intégration progressive, respectueuse et saine. Idéalement, ce serait l'endroit où la politique démocratique pourrait faire la différence, et elle a parfois essayé de le faire.
Mais ce qui s'est passé en pratique, c'est que cette politique démocratique a souvent renforcé le problème, avec les partis haredim négociant d'importantes subventions pour leurs institutions éducatives, la poursuite de l'exemption de services militaires et des allocations sociales en échange de leur soutien politique. En période d'engagement limité, les partenaires politiques traditionnels des haredim, généralement ceux de droite, étaient prêts à en payer le prix. Mais la frustration du public a atteint son paroxysme. Nous abordons maintenant la question de l'influence des institutions juridiques omniprésentes d'Israël dans cette histoire. Les contestations concernant la conscription des haredim ont commencé il y a près de 60 ans, et l'évolution de l'approche de la Cour sur cette question, passant d'un refus initial de s'en occuper à une prise en charge totale, va de pair avec une croissance massive du pouvoir judiciaire. En 1970, un officier de réserve a porté la première affaire, dite Becker, mais la Cour a refusé de l'examiner. Examiner des différents politiques publiques portés par des partis non impliqués brouillerait, selon les propres termes de la Cour, les frontières entre les pouvoirs et violerait le principe de la séparation des pouvoirs. Pour les juristes, c'est la doctrine classique de la qualité pour agir, partagée par de nombreux tribunaux dans le monde. Donc, la Cour a déclaré que la question relevait de la Knesset. 11 ans plus tard, en 1981, dans ce qu'on appelle la première affaire du lutteur, un autre officier de réserve a essentiellement avancé le même argument et a obtenu le même rejet. Il n'avait subi aucun préjudice personnel, donc ce n'était pas justiciable, et ce n'était pas à la Cour de trancher. Mais en 1986, dans ce qu'on appelle maintenant la quatrième affaire du lutteur, la Cour revient sur sa décision. L'avis rédigé par le juge Aaron Barak a estimé qu'en gros, tout citoyen pouvait déposer une requête sur pratiquement toute question d'intérêt public et que pratiquement toute action gouvernementale était soumise à un contrôle juridictionnel. Yoav Dotan a écrit que ce changement a entraîné, je cite, l'effacement presque total de toutes les limitations de qualité pour agir, transformant la Cour, selon ses mots, en une instance de second recours pour les différents politiques après chaque décision majeure de la Knesset ou du gouvernement. En 1998, dans une affaire appelée Rubenstein contre le ministre de la Défense, la Cour a statué que le ministre de la Défense ne pouvait plus accorder l'exemption aux haredim comme il l'avait fait auparavant. C'était quelque chose qui devrait passer par le processus d'approbation de la Knesset. Il faudrait que cela soit inscrit dans la loi. La Cour a fondé sa décision sur un droit constitutionnel à l'égalité qu'elle a tiré de la loi fondamentale de 1992 sur la dignité humaine et la liberté. Et ici, nous devons nous arrêter un instant car cette loi ne contient pas de droit à l'égalité. En fait, le terme égalité a été délibérément exclu lors de la rédaction pour des raisons politiques. Donc, ce que nous avons ici, c'est une Cour qui, seulement quelques années plus tôt, avait décidé que les lois fondamentales avaient une valeur constitutionnelle et que la Cour elle-même avait donc le pouvoir de contrôle juridictionnel sur les lois, qui y lie désormais un droit à l'égalité susceptible d'être instrumentalisé de manière très large. Les affaires concernant les haredim reposent sur ces fondements créés par la justice. Après cette affaire Rubinstein, la Knesset a essayé. Il y a eu une commission appelée la commission Tao. Elle cherchait un compromis entre l'étude religieuse et le service national. La loi Tal de 2002 qui en a résulté permettait aux étudiants de yeshiva de reporter leur service jusqu'à l'âge de 22 ans, moment où ils pouvaient alors choisir une sorte d'année de réflexion pour entrer sur le marché du travail ou s'engager. L'objectif était une intégration progressive respectant les différences culturelles. Mais la loi n'a pas permis d'obtenir des résultats significatifs et en 2012, la Cour l'a annulée, estimant qu'une décennie de progrès graduels n'avait pas permis de satisfaire à l'exigence constitutionnelle d'égalité. Depuis, la question est un vrai cimetière pour les gouvernements. Kadima a quitté la coalition à cause de l'échec du remplacement de la loi Tal et un cadre successeur adopté en 2014 a été annulé par la Cour en 2017. En 2023, toutes les prolongations accordées par la Cour à ces décisions avaient expiré, laissant l'État dans une sorte de vide où la conscription était imposée par la Cour, mais politiquement impossible à appliquer. En 2025, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, a été démis de ses fonctions pour avoir insisté sur un projet de loi avec de véritables mesures contraignantes. Et son remplaçant, le membre de la Knesset, Boaz Bismuth, a avancé une proposition qui, selon l'avertissement du procureur général et de Tsahal, relevait d'une fiction juridique. Ce processus s'est arrêté lorsque la guerre contre l'Iran a commencé, laissant une crise de la conscription qui est passée de la Knesset aux rues de Jérusalem. Maintenant, il y a deux façons d'interpréter cela. Les défenseurs de la Cour soutiennent que sans la pression judiciaire, il n'y aurait eu aucun progrès du tout. Pas de loi Tal,
Pas de commission Plessner, pas de débat politique, juste l'arrangement de 1948 qui se prolongerait indéfiniment. Mais les critiques disent le contraire. Ils disent qu'à chaque fois qu'un compromis à la Knesset voyait le jour, la Cour élevait la barre. Et à chaque fois que la barre montait, l'accord politique s'effondrait. Selon cette interprétation, la Cour n'a pas favorisé le compromis, mais l'a empêché en rendant tout accord imparfait intenable. Et les critiques affirment qu'elle l'a aussi fait de manière sélective et sans tenir compte de la séparation des pouvoirs. Je vais mentionner une autre critique de l'avocat David Peter. Dans une analyse largement diffusée publiée le matin du verdict sur la réduction des aides sociales, il a soutenu qu'Israël n'a jamais eu d'obligation de conscription universelle. Légalement, seules les personnes qui reçoivent un ordre de conscription personnel d'un officier désigné de Tzahal sont tenues de servir. Pendant 75 ans, l'armée a utilisé ce pouvoir discrétionnaire administratif pour exempter les minorités, les Arabes et les Haredim, et la Cour a confirmé cette pratique dans presque tous les cas. Mais en ciblant maintenant les Haredim, Peter dit que la Cour a créé sa propre fiction juridique d'égalité et a franchi une ligne radicale, passant, selon lui, de légiférer depuis le banc à commander depuis celui-ci, en ordonnant directement à Tzahal d'émettre des ordres de conscription et à la police de procéder à des arrestations. Même avec l'interprétation la plus généreuse, une question subsiste. La Cour peut-elle vraiment faire appliquer ce qu'elle ordonne? Et ce n'est pas si évident. Nous pouvons examiner d'autres contextes. Le politologue Gerald Rosenberg a publié un livre à ce sujet en 1991 intitulé « The Hollow Hope ». Son cas principal est Brown versus the Board of Education, la décision de 1954 qui a ordonné la déségrégation des écoles publiques américaines. Rosenberg montre que 10 ans après l'arrêt Brown, seulement environ 2% des enfants noirs du sud des États-Unis fréquentaient des écoles intégrées. Ce qui a finalement provoqué le changement, ce sont les lois sur les droits civiques de 1964 et la loi sur le droit de vote de 1965, des lois adoptées par le Congrès, avec mise en œuvre par l'exécutif en réponse à un mouvement politique de masse. L'historien du droit de Harvard, Michael Klarman, a une autre perspective. Son livre primé, From Jim Crow to Civil Rights, soutient que même si l'arrêt Brown n'a pas directement déségrégé le Sud, il a créé les conditions politiques qui ont rendu la déségrégation possible, en provoquant un tel retour de bâton brutal que l'opinion publique a fini par s'en détourner et changer d'avis. Selon Klarman, la loi sur les droits civiques a été adoptée grâce au retour de bâton, non malgré lui. Donc, ce qu'il dit, c'est que la Cour produit sa propre opposition, et que l'excès de cette opposition est, dans une horrible ironie, ce qui finit par créer les conditions politiques nécessaires à l'adoption de lois. Le changement culturel mené par la Cour s'accompagne d'un retour de bâton inévitable, car il passe outre l'autogouvernance démocratique. Et il y a aussi un point culturel lié à prendre en compte ici. Comme l'a souligné Gil Bringer, écrivain pour Israel Hayom, la semaine dernière, les sanctions peuvent contraindre quelques-uns, mais elles ne peuvent pas créer un sentiment d'appartenance. Bringer a visité une école Mamlakti Haredi, l'une des petites mais croissantes écoles publiques Haredi, où les enfants Haredi suivent le programme israélien standard, en plus de leur éducation religieuse, et apprennent ce qu'est Yom HaZikaron, ainsi que le souvenir des morts pour le pays. Mais aujourd'hui, ce système ne concerne que moins de 10% des élèves Haredi et la plupart des enfants Haredi fréquentent des établissements où la vie civique israélienne est, par choix, absente. Donc, selon lui, lorsqu'un Haredi de 18 ans est appelé au service militaire, il a passé 18 ans dans un système éducatif que l'État lui-même finance et autorise, mais qui est conçu pour former un citoyen qui ne se considère pas comme faisant partie de l'histoire civique israélienne. Bien qu'un régime de sanctions strict soit émotionnellement satisfaisant pour un public qui donne tout, il ne produira peut-être pas réellement le changement de culture que nous espérons voir au sein du public Haredi. Son point de vue est que si chaque jeune Haredi de 18 ans était obligé de se présenter demain au centre d'incorporation, Tzahal se retrouverait avec des soldats en colère et démotivés, issus d'une communauté à qui l'on aurait dit, de leur point de vue, que l'État était enfin venu les chercher. Alors, que faire maintenant? Nouvel avertissement. La politique israélienne favorise la représentation des différentes tribus, accordant à ces groupes une influence disproportionnée dans la formation des coalitions. Et c'est quelque chose à garder à l'esprit alors que le projet de réforme du droit et de la gouvernance en Israël, de stabilisation et de pérennisation, avance. Mais même face aux impératifs urgents de sécurité et d'économie, et ils sont urgents, nous devons rester attentifs à ce qui pourrait réellement nous rapprocher de l'objectif. Le secteur Haredi doit prendre ses responsabilités,
ce qu'il ne fera pas tant qu'il croira pouvoir obtenir les énormes subventions qu'il souhaite. C'est vrai, mais la société israélienne, de son côté, doit aussi exiger des comptes de sa classe politique. Elle doit réclamer des idées plutôt que des personnalités et rejeter la culture du boycott politique qui a fait des Haredim des partenaires de coalition aussi essentiels dès le départ. Et la Cour, de son côté, doit faire preuve de retenue et de respect envers les institutions démocratiques d'Israël et envers son public. Si la Knesset s'oriente vers une large coalition fondée sur le sionisme pour s'attaquer à ce problème et qu'elle établit des passerelles avec les voix Haredi modérées, elle pourra adopter une politique qui équilibre les besoins urgents de l'État avec les accommodements religieux. C'est la voie vers une approche plus graduelle, respectueuse et durable que celle imposée par un diktat judiciaire. Mais par-dessus tout, une nation attachée à la préservation de la vie et de l'identité juive doit aussi accorder une importance primordiale au respect mutuel et à la coopération. Et nous devons nous rappeler que la construction d'un État est un marathon, pas un sprint. Une démocratie impatiente envers ses propres processus finira par tout perdre. Je vous retrouve la semaine prochaine.